Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de IGPA. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est la première application de, on va dire, le premier prototype, le premier embryon de ce qu'on appelle un modèle de monde. Un modèle de monde, c'est quoi? On a ChatGPT qui est basé sur un modèle de langage qui cherche à prédire le langage. Un modèle de monde, c'est un peu le saint graal de l'intelligence artificielle puisque c'est un modèle qui serait capable de comprendre, de modéliser le monde et pas seulement le langage. Et donc à partir de là, ensuite, de pouvoir utiliser ces modèles de monde comme fondation pour plein d'applications et pour pouvoir permettre aux machines d'apprendre comme le font les humains de manière extrêmement rapide et extrêmement efficace avec très peu de données. On va voir d'où ça vient, on va voir qu'il y a un papier qui est sorti, il y a aussi un modèle qui est disponible, et on va voir pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça risque, dans les années à venir, de révolutionner l'intelligence artificielle. Et donc, nous, on a envie d'être au courant, on a envie de se préparer pour cette révolution et ces révolutions prochaines. Et donc, on doit garder ça à l'œil et on va essayer de comprendre, dans de futures vidéos aussi, comment ça marche. En attendant, je vous propose un générique. IGPA, le premier modèle d'IA basé sur la vision de Yann LeCun pour une IA plus humaine. Alors, Yann LeCun, donc on le répète, chef de l'intelligence artificielle chez Meta. Meta sont en roue libre totale depuis quelques temps. Ils produisent plein de grandes innovations, de très belles innovations en intelligence artificielle. Et à mon avis, c'est grâce au fait que Yann LeCun soit à la tête de l'IA chez Meta. Et surtout, grande chance, ils publient quasiment tout ce qu'ils ont en open source. On l'a vu avec Llama, qui a créé ensuite Stable Vicuna, etc. Et on l'a vu avec SAM, Segment Anything, et donc ce modèle-là aussi est disponible sur GitHub. D'ailleurs, je ne l'avais pas ouvert, mais il doit être par là. Voilà, accéder au code, vous avez le repo GitHub et vous avez également l'accès au checkpoint pré-entraîné. Alors on verra que ça ne va pas nous servir tout de suite, enfin, en tout cas pas, on va dire, aux personnes qui ne sont pas des experts d'intelligence artificielle, mais pour les experts d'intelligence artificielle, on pourrait rapidement utiliser ça pour vraiment améliorer pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que c'est IGPA? J'avais lu un papier, le papier de Yann LeCun, donc dans lequel il introduit ces concepts-là l'année dernière. D'ailleurs, c'est ce papier ici qui s'appelle un chemin vers une intelligence machine plus autonome, même autonome, un chemin vers une intelligence machine autonome. Et donc, c'était l'année dernière, le scientifique en chef de l'IA chez Meta, Yann LeCun, a proposé une nouvelle architecture destinée à surmonter les principales limitations des systèmes d'IA les plus avancés d'aujourd'hui. Sa vision est de créer des machines capables d'apprendre des modèles internes du fonctionnement du monde, donc c'est ça un modèle de monde, afin qu'elles puissent apprendre beaucoup plus rapidement, planifier comment accomplir des tâches complexes et s'adapter facilement à des situations inconnues. Donc un modèle de monde, c'est un modèle qui est capable de modéliser le monde dans sa totalité, sous plusieurs formes différentes, là c'est à travers l'image, comparé à un modèle de langage par exemple sur lequel est basé ChatGPT, qui prédit le prochain mot, et qui est donc une description statistique d'un langage. Là, on aura plutôt une statistique à large échelle, très ouverte, du monde qui nous entoure, et donc ensuite, on peut baser en fait un entraînement, on peut apprendre des tâches très rapidement, parce que l'entraînement n'a pas besoin de se faire complètement depuis la base, mais il utilise des représentations qui ont été apprises précédemment. Nous sommes ravis de présenter le modèle d'IA, le premier modèle d'IA basé sur un élément clé de la vision de Yann LeCun. Ce modèle, l'Image Joint Embedding Predictive Architecture. Donc c'est ça, IGPA. Apprend en créant un modèle interne du monde extérieur qui compare des représentations abstraites d'images plutôt que de comparer les pixels eux-mêmes.
Donc ça compare des représentations de plus haut niveau, c'est-à-dire pas au niveau des pixels, mais ça peut être des combinaisons de formes qui vont former par exemple un visage. Un visage, c'est une représentation. Représenter un visage, c'est une représentation de plus haut niveau, d'un niveau d'abstraction plus élevé que des représentations de très bas niveau que sont par exemple les pixels. IGPA offre de solides performances sur plusieurs tâches de vision par ordinateur, ça on va le voir, et il est beaucoup plus efficace en termes de calcul que d'autres modèles de vision par ordinateur largement utilisés. Donc là on va entrer un peu plus dans pourquoi IGPA est extrêmement intéressant. Capturer des connaissances de bon sens, du sens commun, avec un apprentissage auto-supervisé. Alors l'apprentissage auto-supervisé, c'est un type d'apprentissage qui est très intéressant. Je travaille moi aussi sur une approche auto-supervisée qui s'appelle l'apprentissage contrastif et qui est, on va dire, une des bases de départ qui est un concept très similaire à IGPA. Et donc l'apprentissage auto-supervisé, quand on veut faire apprendre quelque chose à une machine, on va lui donner des données. D'ailleurs, vous pouvez regarder ma vidéo sur la chaîne Artificialis, l'IA en bref, où j'explique l'apprentissage supervisé. On donne des données, on donne ce qu'on attend de la machine, et puis la machine elle va faire de l'optimisation pour trouver des paramètres, et pour en fait apprendre à remplir cette tâche. Mais à chaque fois, pour chaque exemple qu'on lui donne, on doit lui donner ce qu'on attend d'elle, ce qu'on appelle un label, une étiquette, et en fait ces étiquettes doivent être créées, doivent être données par des humains. Et selon la complexité de la tâche, ces labels peuvent être extrêmement compliqués à créer, ça peut prendre énormément de temps. Par exemple, si vous avez des photos qui sont par catégorie, vous allez devoir aller sur chaque photo et donner la catégorie. Mais si ensuite vous avez quelque chose de beaucoup plus compliqué comme la segmentation d'images, vous allez devoir aller sur chaque image et segmenter chaque objet. Et ça, vous aurez besoin d'un être humain pour le faire, et ça va prendre énormément de temps. Et s'il vous faut plusieurs dizaines de milliers d'images, ou voire plusieurs millions d'images, vous imaginez la quantité de travail que ça représente. Donc l'apprentissage auto-supervisé, en fait, on va extraire la réponse qu'on veut faire apprendre à la machine des données elles-mêmes. Par exemple, on a une image, on supprime une partie de l'image, et on demande à la machine de reconstituer en fait la partie qui a été enlevée. On a les données qu'on fournit à la machine, on a directement ce qu'on attend de la machine, puisqu'on l'a extrait de l'image directement, et donc on peut créer des jeux d'entraînement avec des données et les étiquettes de manière extrêmement rapide, sans faire intervenir des êtres humains. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Par contre, ça remplit des tâches qui ne sont pas forcément celles qu'on veut faire remplir à la machine, pas forcément compléter une image, mais l'idée c'est ensuite d'utiliser ces modèles, ou de trouver des techniques pour avoir des modèles qui sont entraînés de cette manière-là, et qui ensuite sont utilisés comme base pour apprendre une nouvelle tâche, mais cette fois avec extrêmement peu de données. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelques milliers d'images, on va avoir quelques dizaines d'images étiquetées par des êtres humains, mais cette fois on n'a plus qu'une dizaine, et on n'a pas plusieurs milliers, et donc on réduit la dépendance, le besoin en fait en étiquette de la machine. Donc notre travail sur IGPA et plus généralement sur les modèles d'architecture prédictive d'intégration conjointe, merci de la traduction, est fondé sur le fait que les humains acquièrent une énorme quantité de connaissances de base sur le monde simplement en l'observant passivement. Ça c'est une bonne analogie de l'apprentissage autosupervisé, c'est-à-dire observer le monde de manière passive. Il a été émis l'hypothèse que ces informations de bon sens sont essentielles pour permettre un comportement intelligent tel que l'acquisition efficace d'échantillons de nouveaux concepts, la mise à la terre et la planification. Alors ça, c'est une mauvaise traduction. On a bien Simple and Efficient Acquisition of New Concepts. Donc ça, c'est le fait de pouvoir acquérir de nouveaux concepts en ayant très peu d'exemples, quelques exemples, et la planification. C'est planifier des objectifs qui sont complexes, qui demandent des sous-objectifs, etc. Les chercheurs en IA ont essayé de concevoir des algorithmes d'apprentissage qui capturent les connaissances de base, du sens commun sur le monde, puis les codent dans une représentation numérique à laquelle l'algorithme peut accéder plus tard. Pour être efficace, le système doit apprendre ces représentations de manière auto-supervisée, c'est-à-dire directement à partir des données non étiquetées, telles que des images ou des sons,
plutôt qu'à partir d'ensembles de données étiquetées et assemblées manuellement. À un niveau élevé, le GEPA vise à prédire les représentations d'une partie d'une entrée, telle qu'une image ou un morceau de texte, à partir de la représentation d'autres parties de la même entrée. Donc, ça veut dire, en gros, on va prendre une image, on va enlever un carré en plein milieu, et puis on va dire, vas-y, prédis-moi ce qu'il y a au centre. Parce qu'il n'implique pas de réduire les représentations de plusieurs vues, augmentation d'une image en un seul point. Alors, ça, c'est justement ce qu'on appelle l'apprentissage contrastif. Je ferai probablement une vidéo de l'IA en bref, parce que c'est très intéressant, mais pour l'instant, on va passer. L'espoir est que le GEPA évite les biais et les problèmes associés à une autre méthode largement utilisée, appelée préformation, pre-training, pré-entraînement basé sur l'invariance. On nous dit plus bas, une lacune importante des méthodes génératives. Donc, méthodes génératives, c'est par exemple, c'est des modèles qui sont capables de générer des données. Donc, par exemple, ChatGPT ou les modèles de langage vont générer du texte. Les modèles qu'on utilise en IA pour générer nos images, c'est des modèles génératifs. Les modèles de diffusion, ils génèrent des données, des images. Donc, on sait que ces modèles génératifs ont beaucoup de lacunes et beaucoup de certaines contraintes. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a ce travail qui est effectué, pour essayer d'avoir des représentations qui permettent d'outrepasser, de surpasser en fait ces contraintes. Une lacune importante des méthodes génératives, cependant, est que le modèle essaye de combler chaque bit d'information manquante, même si le monde est intrinsèquement imprévisible. Par conséquent, les méthodes génératives peuvent être sujettes à des erreurs qu'une personne ne commettrait jamais, car elles se concentrent trop sur des détails non pertinents au lieu de capturer des concepts prévisibles de haut niveau. Donc, des méthodes qui se concentreraient trop sur des représentations de bas niveau, par exemple donc plus au niveau des pixels, en essayant de prédire statistiquement ce qui se passe au niveau des pixels. Là, l'idée de IGEPA, c'est d'essayer de comprendre les choses à un niveau plus abstrait, plus élevé. Donc, c'est essayer de comprendre, si j'enlève une image, quel pourrait être le concept en lui-même qui est au centre de cette image. Et c'est très intéressant, c'est pour ça que j'ai surligné ce passage, c'est l'application aux mains. Vous savez que les modèles génératifs ont beaucoup de problèmes avec les mains, moins maintenant, mais on a beaucoup de problèmes avec les mains. Et donc on nous dit, par exemple, il est notoirement difficile pour les modèles génératifs de générer avec précision des mains humaines. Ils ajoutent souvent des chiffres supplémentaires ou font d'autres erreurs flagrantes. Ça, c'est parce que le modèle essaye de prédire quelque chose au niveau qui est vraiment de plus bas niveau, et c'est vraiment de prédire chaque pixel et chaque quantité d'information. Donc, comme on nous dit, essayer de combler chaque bit d'information, même si ce qu'il y a au milieu est intrinsèquement extrêmement difficile à prédire, au lieu d'essayer de modéliser la chose à un plus haut niveau, c'est-à-dire de comprendre, de modéliser ce qu'est le concept de main en lui-même. Et du moment que j'essaie de comprendre, de modéliser ce qu'est vraiment la main en elle-même, et que je suis capable d'avoir une représentation efficace d'une main, alors le modèle va faire beaucoup moins d'erreurs. Puisque, on va pas entrer dans les débats de qu'est-ce qu'une catégorie, mais on comprend qu'une main, ça sert à quelque chose, que ça fait partie d'un corps, que ça nous permet de manipuler des objets, donc il y a une certaine anatomie, ça a généralement 5 doigts, etc., etc. Tout ça fait partie du concept de main, et que si on comprend, on ne va pas essayer de prédire chaque pixel, mais on va comprendre que chaque partie doit être à un endroit particulier, et surtout que chaque partie a une utilité en soi, une utilité anatomique. Et donc, ça fait partie d'un corps humain qui va chercher à, par exemple, manipuler des objets, etc., etc. Et donc, c'est ça qui est visé, en fait, par IGEPA, c'est avoir une compréhension vraiment de plus haut niveau. Une première étape vers une architecture prédictive d'intégration commune largement capable. La traduction n'est pas top, là. Largement capable, c'est-à-dire capable de généraliser ces représentations à plein de tâches différentes. L'idée derrière IGEPA est de prédire les informations manquantes dans une représentation abstraite plus proche de la compréhension générale des gens. Par rapport aux méthodes génératives qui prédisent l'espace des pixels ou des tokens pour les modèles de langage,
IGPA utilise des sites de prédiction abstraites pour lesquels les détails inutiles au niveau du pixel sont potentiellement éliminés, amenant ainsi le modèle à apprendre davantage de caractéristiques sémantiques. D'ailleurs, par exemple, des modèles comme Stable Diffusion font la diffusion dans un espace latent qui donne des représentations abstraites. Donc, là aussi, il y aura peut-être des choses à imaginer. C'est difficile de s'imaginer à quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant. C'est très très intéressant. Par contre, effectivement, c'est pas quelque chose qui est utilisable pour faire de la génération d'images, pour faire des modèles de langage directement. Par contre, on peut tout à fait imaginer, comme c'est disponible, prendre ça et, je sais pas, par exemple, intégrer ça au modèle de diffusion pour représenter une image, entraîner un modèle de diffusion à partir de ces représentations, ou entraîner par exemple des modèles comme ControlNet à partir de ces représentations. Et si on a des représentations qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont capables d'imaginer, de comprendre les choses, d'avoir une certaine représentation du monde de manière beaucoup plus générale, on pourrait avoir des modèles génératifs d'images qui sont aussi beaucoup plus performants. C'est pour ça que ce modèle-là, que ce type de modèles sont vraiment extrêmement intéressants. Où est-ce que j'en étais? IGPA utilise des sites de prédiction abstraites pour lesquels les détails inutiles au niveau des pixels sont potentiellement éliminés, amenant ainsi le modèle à apprendre davantage de caractéristiques sémantiques. Plus précisément, nous démontrons l'importance de prédire de grands blocs contenant des informations sémantiques avec une échelle suffisamment grande en utilisant un contexte informatif distribué dans l'espace. Donc là, il nous donne un bon exemple. On va avoir une image, on a le contexte, qui est la partie ici qui n'est pas grisée. On va retirer le reste. On a ce qu'on appelle un contexte encodeur, donc il va créer une représentation de ce contexte-là, en fait, sous forme d'une suite de nombres, hein, un vecteur. Et ensuite, on a un prédicteur qui va essayer de prédire le reste de l'image. Donc par exemple, on a un prédicteur ici qui va essayer de prédire la zone bleue, un prédicteur qui va essayer de prédire la zone au centre, et un prédicteur en troisième qui va essayer de prédire par exemple cette zone ici. Et on nous dit l'architecture prédictive d'intégration conjointe basée sur l'image, IGPA, utilise un seul bloc de contexte pour prédire les représentations de divers blocs cibles provenant de la même image. Alors, j'ai lu le papier de Yann Lequin il y a un peu plus d'un an, donc j'ai pas en tête en fait tout le fonctionnement. J'ai pas encore lu le papier dans la totalité, donc je vais me plonger plus en avant pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils entendent et comment ils font vraiment pour faire cette prédiction au niveau de l'espace latent. Mais je sais que j'ai beaucoup de retard sur les 5 minutes pour un papier, parce que je travaille sur des forums. Mais vraiment, celui-là, je pense que ça va être vraiment une cible de choix, parce que je pense que ça va être vraiment très intéressant pour vous, pour moi, de vraiment comprendre comment un tel modèle fonctionne, parce que, à mon avis, ça va mener à certaines révolutions dans le monde de l'IA. Et donc, faut qu'on soit préparé à ça, en termes de connaissances. Le prédicteur dans IGPA peut être considéré comme un modèle de monde prédictif et restreint, capable de modéliser l'incertitude spatiale dans une image statique à partir d'un contexte partiellement observable, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est là qu'on nous dit bien un modèle de monde primitif et restreint. Donc c'est vraiment un embryon de modèle de monde, hein, qui va essayer de modéliser, pas le langage, pas des images au niveau des pixels, mais vraiment le monde qui nous entoure, primitif, parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire que c'est le premier vraiment modèle de monde, ce qui pourrait s'approcher d'un modèle du monde qui est développé, et puis restreint parce que ça se restreint à l'image. De plus, ce modèle de monde est sémantique, dans le sens où il prédit des informations de haut niveau sur les régions invisibles de l'image, plutôt que des détails au niveau des pixels. Donc ça, c'est intéressant, parce que si on veut faire nos animations, par exemple, les animations, c'est pas vraiment très loin d'être capable de générer des animations qui n'ont pas tous ces artefacts, etc. Si on veut être capable de prendre une image, de la transformer dans un style particulier, ça aussi c'est très important, d'avoir de telles représentations qui sont des représentations de plus haut niveau, parce que c'est effectivement très difficile de créer des animations si on essaye de combler chaque bit d'information au niveau des pixels. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des représentations qui comprennent ce qu'il y a vraiment sur l'image,
ce que ça représente au niveau sémantique, pour pouvoir garder cette cohérence tout au long en fait, de la génération, par exemple, d'une animation. Donc là, ils nous donnent un exemple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font cette représentation, ils ont un modèle génératif qui va ensuite prendre ce qui est prédit par le prédicteur et puis ensuite générer une image. On voit que le modèle, il est capable ensuite de faire un dessin de ce qu'il pense être à l'intérieur en fait du carré bleu qui est à la base le carré qui a été éliminé de l'image en fait. Donc ce qu'on a autour c'est le contexte et puis ce qui est à l'intérieur c'est ce qui est à prédire. On peut voir qu'il est capable vraiment de comprendre, en tout cas de prédire au niveau sémantique ce qu'il y a à l'intérieur. Il sait que là il y a un chien, que le chien doit avoir des yeux, un museau, là on sait qu'il y a un bâtiment, etc. Donc le bâtiment doit avoir certaines structures. Et donc, alors ça c'est déjà de façon dont ils ont évalué ce modèle, donc c'est premièrement justement en essayant de reconstituer les images à partir de la prédiction, et on va voir aussi qu'ils ont testé ce modèle en l'utilisant comme base pour faire de la classification d'images. Illustrant comment le prédicteur apprend à modéliser la sémantique du monde, pour chaque image, la partie en dehors de la boîte bleue est encodée et donnée au prédicteur comme contexte. Partie en dehors, ouais. Le prédicteur génère une représentation de ce qu'il s'attend à trouver dans la région à l'intérieur de la boîte. Pour visualiser la prédiction, nous formons un modèle génératif qui produit une esquisse du contenu représenté par la sortie du prédicteur. Et nous montrons un exemple de sortie de la boîte bleue dans la boîte bleue. Le prédicteur reconnaît clairement la sémantique des parties à remplir. Le haut de la tête du chien, la patte de l'oiseau, la patte du loup, l'autre côté du bâtiment. Et donc la deuxième chose, c'est pour la classification, une plus grande efficacité et de solides performances. Le pré-entraînement IGPA est également efficace sur le plan informatique. Cela n'implique aucune surcharge associée à l'application d'augmentation de données plus intensive en calcul pour produire plusieurs vues. Ça fait référence à l'apprentissage contrastif où, vite fait, en fait, on va demander à un modèle. En fait, on va donner un modèle deux versions transformées d'une même image. Et en fait, on va le passer dans le modèle. Et on va essayer de faire que les représentations qui sont créées par ce modèle, pour ces deux images, qui viennent en fait, à la base de la même image, qui sont deux transformations de la même image, bah, ces deux images aient une représentation similaire. Donc on va essayer, sur un plan d'un espace latent, d'essayer de les faire se rapprocher. Et puis, si on donne une autre image qui n'est pas une transformation de la même image, mais qui est une image totalement différente, ben on va essayer de faire rapprocher ces deux points et de faire éloigner le point qui provient de la représentation de l'image qui est totalement différente. Je ne sais pas si c'est clair, mais globalement, dans ce processus, vous n'avez pas besoin d'étiquettes. Vous pouvez prendre plein d'images, créer ce qu'on appelle ici des vues, donc c'est des transformations, différentes transformations d'une même image, pour essayer d'avoir des représentations qui sont très souples. Mais ça demande beaucoup, et ça je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps, ça demande beaucoup de puissance de calcul parce qu'il faut, pendant l'apprentissage, en fait, créer ces différentes vues, transformer vos différentes images pour pouvoir les donner en fait au modèle. Une seule vue de l'image doit être traitée par l'encodeur cible et seuls les blocs de contexte doivent être traités par l'encodeur de contexte. Donc on ne fait pas appel à plusieurs vues. Donc effectivement au niveau informatique c'est extrêmement efficace. IGPA surpasse également les méthodes de reconstruction de pixels et de jetons sur les sondages linéaires, ImageNet 1K et l'évaluation supervisée. Donc là, on a le taux d'accuracy, je ne me souviens jamais comment on dit ça en français, par temps de pré-entraînement. On peut voir effectivement IGPA a une meilleure accuracy pour un temps d'entraînement plus court, comparé au modèle au state of the art, à l'état de l'art en fait actuel. Donc c'est-à-dire là ils sont capables d'entraîner, enfin d'avoir un modèle efficace en faisant assez peu d'entraînement, de pré-entraînement. Par rapport à ces méthodes, donc les méthodes de l'état de l'art, IGPA atteint de meilleures performances sur les tâches de vision de bas niveau telles que le comptage d'objets et la prédiction de profondeur. En utilisant un modèle plus simple, avec un biais inductif moins rigide, IGPA est applicable à un ensemble plus large de tâches. Donc c'est vraiment un modèle qui est destiné à être une base pour pouvoir ensuite être ce qu'on appelle fine-tuné sur d'autres tâches, et il se montre plutôt extrêmement efficace là-dessus. Là on a d'autres, c'est ce qu'on appelle low shot classification accuracy, donc c'est
Évaluation semi-supervisée sur ImageNet avec 1% des étiquettes. Donc on essaye de classer des images, mais sauf que là on n'a pas la totalité du dataset, on a seulement 12 images par classe. Donc c'est un tout petit ensemble de jeux de données. On essaie d'avoir des performances correctes avec seulement 12 exemples. Et on peut voir que, là vous avez les différentes méthodes, on a IGPA qui est ici, avec les différentes architectures de base. On peut voir donc que comparé à ce qui Data2Vec ou MAE, on a IGPA qui atteint clairement la meilleure performance, avec 77,3% de bonnes réponses. Et on a aussi l'entraînement est beaucoup plus court, avec seulement 300 époques. Donc il est très efficace. Et les autres méthodes, c'est des méthodes qui utilisent ce que j'ai parlé précédemment avec l'apprentissage contrastif, qui utilise des techniques d'augmentation de données en créant ces différentes vues. Et on peut voir que IGPA est capable, même sans avoir ces méthodes d'augmentation, de battre le meilleur modèle dans ce domaine-là. Donc là, même en classification d'image, ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux prendre IGPA, je peux l'entraîner pour effectuer une tâche simple, par exemple de classification, ou même des tâches compliquées, et que pour ça, au lieu d'avoir un très gros jeu de données, je peux avoir un jeu de données qui est assez petit, où j'ai seulement 12 étiquettes par classe. Et pour conclure, un pas de plus vers l'intelligence au niveau humain dans l'IA. Il serait particulièrement intéressant de faire progresser le IGPA pour apprendre des modèles de monde plus généraux à partir de modalités plus riches. Donc modalités, c'est-à-dire son, texte, vidéo, etc. Par exemple, permettre de faire des prédictions spatiales et temporelles à long terme sur des événements futurs dans une vidéo à partir d'un contexte court et conditionner ces prédictions sur l'audio ou des invites textuels. Donc intégrer le texte et l'audio. À l'avenir, les modèles GPA pourraient avoir des applications intéressantes pour des tâches telles que la compréhension de vidéos. Voilà. Alors, je sais que c'est peut-être un peu abstrait, mais ici, on est sur la chaîne de l'intelligence artificielle, donc on va pas juste faire on va pas juste essayer d'installer le dernier modèle de langage pour ensuite créer des poèmes bizarres. On essaye vraiment de comprendre l'intelligence artificielle sous tous ses aspects, techniques, éthiques, sociétales, etc. Tout. Et donc, on essaie aussi vraiment de comprendre ce que vont être les prochaines révolutions de l'intelligence artificielle, ce que sont les techniques actuellement, quelles sont les différentes voies qui sont explorées, pour essayer vraiment de comprendre le domaine et surtout d'être préparé dans le futur pour les prochaines révolutions qui se préparent. Moi, je vous dis en attendant, à bientôt, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux, rejoignez le Discord, faites vivre cette chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on puisse un peu tous se mettre dessus, suivre le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis moi, je reviens bientôt, probablement ce week-end, sur une vidéo sur des forums, 2 ou 3 vidéos sur l'art génératif, et puis probablement aussi quelques vidéos sur les modèles de langage open source avant de suivre le plan que je m'étais donné dans la vidéo de présentation. En attendant, moi je vous dis à une prochaine et à bientôt. Ciao.